C'est l'heure d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire des Juifs de France, toujours en compagnie de Christophe Dard. Et pour ce nouveau numéro, Christophe, nous allons évoquer la vie de l'un des plus grands historiens. Il s'agit de Marc Bloch, fondateur avec Lucien Febvre des Annales d'histoire économique et sociale. Marc Bloch a donné à l'école historique française une renommée mondiale et a voulu l'ouvrir donc aux autres disciplines scientifiques. Marc Bloch, c'est aussi un combattant dans l'armée française pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, avant de devoir vivre dans la clandestinité et s'engager dans la résistance. On va en parler. Marc Bloch qui connaîtra par ailleurs une fin assez tragique. On revient donc sur la vie mouvementée de cet intellectuel engagé avec vous, Christophe. Et on va commencer peut-être par sa naissance. Marc Bloch est né à Lyon en 1886. Et il voit le jour dans une famille juive d'optants, c'est-à-dire celles et ceux qui ont décidé de quitter l'Alsace après l'annexion par l'Allemagne en 1871 pour pouvoir rester français. Il est le fils de Gustave Bloch, professeur d'histoire ancienne à l'université de Lyon, puis à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris et également à la Sorbonne, et lui-même fils d'un directeur d'école. Donc vous voyez, c'est une famille d'intellectuels, et Marc Bloch va marcher dans leurs traces puisqu'il fait des études secondaires et plutôt brillantes à Paris au lycée Louis le Grand, puis entre à l'école normale supérieure justement de la rue d'Ulm en 1904. Agrégé d'histoire et de géographie, Marc Bloch suit de 1908 à 1909 les cours des facultés de Berlin et de Leipzig. Alors il est d'abord dans un premier temps enseignant au lycée de Montpellier, puis au lycée d'Amiens à partir de 1913, et décidément homme de vertu. C'est aussi un polyglotte puisqu'il parle une dizaine de langues. Alors pendant la Première Guerre mondiale, Marc Bloch fait partie des 36 000 juifs mobilisés dans l'armée française, sergent d'infanterie, chef de section. Il termine le conflit avec le grade de capitaine dans le service des essences. Marc Bloch est décoré de la Légion d'honneur pour ses faits de guerre et reçoit même la Croix de guerre avec 4 citations. Marc Bloch est nommé maître de conférence à l'université de Strasbourg en 1919, redevenue française quelques mois plus tôt et la fin de la guerre. Il soutient l'année suivante une thèse de doctorat sur l'affranchissement des populations rurales de l'Île-de-France au Moyen-Âge qui s'appelle Roi et Serfs, un chapitre d'histoire capétienne. Il faut dire que le Moyen-Âge et la ruralité, ce sont vraiment ses domaines de prédilection, de même que l'histoire économique. Et il va publier en 1924 un ouvrage qui s'appelle Les Rois thaumaturges. C'est une étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale, notamment en France et en Angleterre. C'est quand même assez pointu, c'est d'un haut niveau, et d'ailleurs il devient ensuite professeur d'histoire du Moyen-Âge en 1927, toujours à la faculté de Strasbourg. En 1928, Marc Bloch présente sa candidature au Collège de France et propose d'enseigner une histoire comparée des sociétés européennes. Ce projet échoue, il tente à nouveau sa chance quelques années plus tard. En vain, une nouvelle fois malheureusement, la hausse de l'antisémitisme n'est sans doute pas étrangère aussi à ces échecs. Et oui, on peut penser qu'au Collège de France, comme dans de nombreuses institutions, effectivement, l'antisémitisme est très important. Mais bon, cela ne décourage pas Marc Bloch. Il a beaucoup à faire et il va justement fonder, donc avec un autre historien, vous le disiez en introduction, il en a Lucien Febvre, les Annales d'histoire économique et sociale. Alors, c'est pas vraiment un historien comme les autres, Marc Bloch. Peut-être aussi pour ça qu'à l'époque, il n'est pas forcément recruté au Collège de France, car il suggère de ne pas utiliser que des documents écrits, mais de recourir à d'autres matériaux, qu'ils soient artistiques, archéologiques ou même les monnaies. Et pour lui, l'histoire, en fait, doit être pluridisciplinaire, collective, et il va même assez loin. Il prône une réforme de l'éducation et de la formation à tous les étages. Pour lui, il faut développer la curiosité intellectuelle et la culture générale, et puis il veut revaloriser les salaires des enseignants, tout simplement pour attirer les jeunes. Donc vous voyez, il a des conceptions qu'on pourrait dire très modernes, et hélas, pour certaines, encore d'actualité aujourd'hui. Alors Marc Bloch devient maître de conférence en histoire économique à l'université de Paris. Nous sommes à partir de l'année 1936, lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, ensuite en 1939. Et oui, il a touché le Graal, mais effectivement, la guerre éclate, et malgré son âge, il a quand même alors déjà 53 ans, et puis des soucis de santé, notamment une polyarthrite, et bien Marc Bloch veut combattre. Et oui, il se déclare le plus vieux capitaine de l'armée française, c'est le grade qu'il a eu après la Première Guerre mondiale. Alors il est à nouveau affecté au service des essences, et sa conduite durant la guerre lui vaudra d'être cité à l'ordre du corps d'armée. Alors il va être témoin bien sûr de différents événements qui vont succéder au printemps 40, la chute de l'armée française, l'invasion allemande, la fin de la Troisième République et bien sûr les pleins pouvoirs accordés au maréchal Pétain en juillet 1940. Et de tout cela, il en fera un livre, L'étrange défaite, dans lequel il écrit, car c'est important bien sûr pour nous, je le cite, « Je suis juif sinon par la religion, que je ne pratique point non plus que nul autre, du moins par la naissance. Je n'en tire ni orgueil ni honte,
sont étant, je l'espère, assez bon historien pour n'ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe et la notion même de race pure une absurdité particulièrement flagrante lorsqu'elle prétend s'appliquer comme ici à ce qui fut en réalité un groupe de croyants recrutés jadis dans tout le monde méditerranéen, turco-khazar et slave. Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas, en face d'un antisémite. Suite à la promulgation du premier statut des Juifs le 3 octobre 1940, il est, comme tous les Juifs, exclu de la fonction publique par le gouvernement de Vichy. Son appartement parisien est réquisitionné par l'occupant allemand et sa bibliothèque est expédiée en Allemagne. Et oui, c'est ce qu'on appelle des spoliations. Il sera quand même, et là c'est presque un miracle, rétabli dans ses fonctions au début de l'année 1941 pour service exceptionnel par le secrétaire d'État à l'instruction publique. Alors vous allez me dire, comment a-t-il fait, C'est quand même un privilège plutôt rare. Ouais. Eh bien tout simplement parce que justement ce secrétaire d'État, Jacques Chevalier, est le père d'un élève de Marc Bloch. Donc c'est sans doute ce qui l'a sauvé. Et du coup, il va être nommé à la faculté de Strasbourg, qui se replie alors sur Clermont-Ferrand. Et le secrétaire d'État à l'instruction publique va même délivrer à Marc Bloch un ordre de mission pour qu'il puisse partir aux États-Unis avec une partie de sa famille, son épouse et leurs 6 enfants. Et Bloch, assez incroyable, va refuser. Marc Bloch demande sa mutation en zone sud, dite libre, à Montpellier en 1941, mais le doyen de la faculté des lettres, un pétainiste antisémite, fait tout pour empêcher la nomination de Marc Bloch. Selon lui, les cours de l'historien pourraient déclencher des réactions hostiles et il ne veut pas en être responsable. Finalement, Marc Bloch est nommé et enseigne l'histoire économique et monétaire de la France et l'histoire moderne, mais les conditions de travail ne sont pas idéales. Par exemple, il n'a pas accès à sa bibliothèque et son fils d'ailleurs ne peut pas étudier comme il le devrait car un quota d'étudiants juifs est imposé dans l'enseignement supérieur. En parallèle, Marc Bloch va rédiger un livre qui sera en quelque sorte son ouvrage testament, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, qui sera publié en 1949. Fin 1942, au moment où la zone sud est envahie par l'Allemagne, Marc Bloch entre dans la clandestinité, puis il s'engage dans la résistance. Il devient même un cadre de la résistance dans la région lyonnaise. Et à partir d'avril 1943, il est rédacteur en chef d'une revue, Les Cahiers politiques de la France combattante, avec pour mission de diffuser les recherches menées au sein du Comité général d'études. C'est un groupe d'experts constitué par Jean Moulin au sein du Conseil national de la résistance, car déjà à l'époque, on réfléchit à toutes les réformes qu'il faudra faire lorsqu'on se sera débarrassé des nazis. Donc voilà, il y avait déjà évidemment cet espoir de victoire. Le 8 mars 1944, Marc Bloch est arrêté par la Gestapo à Lyon. Il est interné à la prison de Montluc, d'abord au service du régime de Vichy, jusqu'en février 1943, puis devenu une prison allemande. Oui, il faut parler effectivement de cette prison de Montluc pour Lyon et une partie de la région Rhône-Alpes, le centre de la répression nazie, un peu l'équivalent, si vous voulez, du camp de Drancy quelque part, sous la coupe de la Gestapo, notamment de Klaus Barbie, c'est peut-être pour ça aussi qu'on la connaît, chef de la section 4. D'ailleurs, c'est à Montluc qu'ont été détenus Jean Moulin et ceux arrêtés en juin 43 à Caluire-et-Cuire dans la maison du docteur Dugoujon. Et c'est justement Klaus Barbie qui va torturer Marc Bloch. Marc Bloch est fusillé aux côtés de 27 autres résistants le 16 juin 1944 à Saint-Didier de Formans dans l'Ain. La légende raconte qu'un garçon de 16 ans tremblait près de lui au moment de l'exécution. Ça va faire mal. Marc Bloch lui aurait pris affectueusement le bras en disant seulement « Mais non petit, cela ne fait pas mal » avant de tomber en criant le premier « Vive la France ». Oui, c'est sans doute effectivement assez légendaire, mais toujours est-il que c'est ce qui est rapporté. Son épouse, Simone, mourra quelques jours plus tard à l'hôpital de Lyon. En 1977, les cendres de Marc Bloch ont été transportées dans la Creuse, dans un cimetière. En fait, c'est tout près de là que Marc Bloch possédait une maison. Il a été décoré de la Croix de guerre, 1939-1945, à titre posthume avec une citation. Et pour revenir à la prison de Montluc, entre février 43 et août 44, date de la libération de la prison, ce sont quand même près de 10 000 personnes qui ont été internées à Montluc, plus de 60% d'entre elles déportées, près de 10% fusillées ou exécutées dans la région lyonnaise. Ouais, depuis la disparition de Marc Bloch en raison de sa fin tragique, de son passé de résistant et de combattant pendant la Première Guerre mondiale, et aussi grâce à sa vision de l'histoire assez différente de ses prédécesseurs, son nom a été donné à plusieurs établissements scolaires et notamment à des amphithéâtres et des salles de cours dans des universités comme à la Sorbonne à Paris. En 2006, plusieurs historiens demandent même le transfert des cendres de Marc Bloch, il faut le savoir, au Panthéon, mais le processus finalement n'a pas été enclenché, en tout cas pour le moment. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve très bientôt sur Radio J.